Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici Joël de l'Institut Neurosciences. Ce que vous allez entendre n'est pas un résumé, ni une conclusion toute faite. C'est une traversée guidée d'un article de fond. Un texte qui propose de déplacer le regard du symptôme vers la régulation, du tout-cerveau vers le système corps-cerveau et du contrôle vers l'apprentissage de l'autorégulation. Si vous êtes concerné par le TDAH, la migraine ou certaines douleurs chroniques, ou si vous accompagnez des personnes pour qui ces tableaux se croisent, cette écoute peut ouvrir une autre lecture possible. Prenez ce temps comme une invitation à penser autrement la clinique. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui peut paraître un peu étrange de prime abord. Mhm. Prenez 3 tableaux cliniques. D'un côté, le trouble du déficit de l'attention, le TDAH. Oui, Ensuite, la migraine. Et pour finir, certaines douleurs faciales chroniques, vous savez, comme les névralgies du trijumeau. d'accord. A priori, absolument rien à voir. Ce sont des spécialités médicales différentes, des symptômes qui n'ont aucun rapport. Aucun rapport, c'est ça. Si on regarde les manuels de médecine, ces trois affections sont dans des chapitres complètement séparés. Et pourtant, Et pourtant, et pourtant, la source qu'on explore aujourd'hui, un article de fond vraiment audacieux, les met toutes les trois sur la table, ensemble. voilà. Attention, il ne dit pas du tout que c'est la même maladie. C'est plus subtil. Il pose une question, et si? Et si au lieu de les voir comme des problèmes qui s'ajoutent par malchance, une comorbidité comme on dit? Exactement. Et si on les voyait plutôt comme les différentes expressions d'une même fragilité, Mhm. d'une même difficulté de fond? C'est ça qui est passionnant. Et l'idée aujourd'hui, ce n'est pas juste de résumer l'article. On va vraiment essayer de plonger dans sa logique, de suivre le raisonnement. C'est un vrai changement de regard qu'il propose. Totalement. Passer du symptôme qui obsède un peu tout le monde à la physiologie. Et passer de l'idée de corriger un défaut à celle de réguler un système. Et tout part d'un constat, un peu critique, on peut le dire, sur la clinique d'aujourd'hui. Oui, Mais la vision d'ensemble, parfois, elle nous échappe. on accumule les étiquettes, c'est ça, hein? On accumule TDAH, plus anxiété, plus migraine. On juxtapose, mais on peine à voir le lien. Le symptôme devient une chose un peu isolée, déconnectée de la biologie concrète de la personne, quoi. Ce qui nous amène à la question centrale, notre fil rouge. Et si le symptôme, qu'il faut absolument écouter, bien sûr, n'était finalement pas le bon point de départ pour comprendre? Hmm, c'est une question déstabilisante. L'article est très clair. Il ne s'agit pas du tout de rejeter l'approche par le symptôme. Nommer une souffrance, c'est la base. C'est indispensable, c'est le premier acte clinique. Mais ça a une limite. Quelle est cette limite, justement? Diff. Le signe qu'une difficulté de régulation bien plus profonde est installée. Donc, si on se concentre uniquement sur sa suppression. On risque de voir le problème se déplacer ou se chroniciser, sans que la personne, au fond, gagne en capacité d'adaptation. C'est là qu'intervient une distinction que je trouve vraiment éclairante dans le texte entre deux cadres de pensée. Le premier, le plus classique, centré sur le symptôme. On l'identifie, on le corrige. Oui, le cadre de la correction. Très efficace pour les problèmes aigus. Une infection bactérienne, on donne un antibiotique, c'est direct. Mais il y en a un second cadre, oui, celui de la régulation. Et là, on change de focale. L'attention se porte moins sur la manifestation que sur les conditions qui permettent à l'organisme de s'ajuster lui-même. C'est-à-dire, On va s'intéresser à la stabilité du système nerveux autonome, à la qualité de la respiration, au tonus musculaire de base, tous ces éléments de fond qui forment l'infrastructure. l'infrastructure, j'aime bien ce mot. C'est ça. C'est sur cette infrastructure que repose l'attention, les émotions. Et le symptôme, dans cette optique, il change de statut. Ce n'est plus un ennemi, Il devient quoi alors? un signal, une information sur la manière dont le système essaye de s'adapter, de tenir le coup. D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Parce qu'en mettant cette physiologie au centre, on commence à voir des ponts, revenant à notre trio de départ. TDAH, migraine, douleur faciale. Sur le papier, c'est distinct. Mais en clinique, les recoupements sont très fréquents. Ah oui. Hmm. Ah oui. Les personnes avec un TDAH ont très souvent des maux de tête. Les migraineux décrivent des difficultés d'attention énormes. Et pour les douleurs faciales, les patients qui en souffrent rapportent souvent des perturbations du sommeil, de la vigilance.
Alors, l'approche classique dit « c'est de la comorbidité ». En gros, pas de chance, double peine. Voilà. Mais l'article propose de lire ça autrement. Et si c'était le même orchestre qui jouait des partitions différentes? Le même orchestre, c'est une bonne image. Une même difficulté de base, donc, à maintenir une régulation stable qui va s'exprimer de différentes manières selon les moments, selon le stress. Donc, l'instabilité de l'attention dans le TDAH, l'hypersensibilité sensorielle dans la migraine ou l'hyperexcitabilité des nerfs dans la douleur. Ce seraient différentes facettes d'un même déséquilibre. C'est l'hypothèse. Mais alors, quel est le pivot commun? C'est quoi le chef d'orchestre qui va mal? L'article propose un concept pour unifier tout ça. Il l'appelle le système tonico-ventilatoire, le STV. Système tonico-ventilatoire. D'accord. C'est un organe? Non, pas du tout un organe. C'est une fonction, un ensemble de régulations coordonnées qui lie le tonus postural, La façon dont on se tient? voilà, la ventilation, donc la respiration, la régulation autonome et les ajustements sensorio-moteurs. C'est un système de fond très discret qui soutient notre réveil, notre stabilité. C'est un peu comme le ralenti d'un moteur de voiture? C'est une excellente analogie. Un bon ralenti, on n'y pense même pas. Hmm. Mais s'il est mal réglé, instable, Tout peut se mettre à dérailler. Les phares vacillent, la voiture vibre. exactement. Des symptômes très différents, mais une cause de fond commune, une instabilité du régime de base. Et quand ce STV, ce ralenti, est fragile, eh bien, tout le système fonctionne en permanence sous tension. Sous tension? Ça m'amène à une autre distinction cruciale du texte, celle entre la compensation et la régulation. Ce n'est pas du tout la même chose. Ah non, absolument pas. La compensation, c'est la réponse immédiate, la réponse d'urgence. C'est une béquille. Une béquille? Oui. Le système est fragile, alors il va surmobiliser d'autres ressources pour tenir. Mais c'est très, très coûteux en énergie. Attendez, je cherche un exemple concret. C'est un peu comme quand on est complètement épuisé, mais qu'on doit finir un travail. On va boire 5 cafés, on se crispe, on serre les mâchoires. C'est exactement ça. On tient le coup, on finit, mais à la fin de la journée, on est une épave, on a mal partout. C'est ça, compenser. C'est une parfaite illustration. C'est une stratégie de survie à court terme. Et le corps est un maître pour ça. Une tension musculaire constante pour se sentir tenu, une agitation pour ne pas sombrer, une hypervigilance. Ce sont des stratégies de compensation. Oui, Efficaces un temps, mais elles épuisent, elles rigidifient, et au final, elles deviennent elles-mêmes le problème. Le symptôme, dans ce cas, c'est le bruit que fait la machine qui force. d'accord. Ça, c'est la compensation, la stratégie coûteuse. Mais l'alternative, c'est quoi? On ne peut pas juste dire au corps «arrête de compenser». Bien sûr que non, ça ne marche pas comme ça. L'alternative, c'est la régulation. La régulation, ce n'est pas forcer le système, c'est revenir en amont. Voilà, pour reprendre votre analogie, la compensation, c'est d'appuyer sans cesse sur l'accélérateur pour que le moteur ne cale pas. La régulation, c'est de prendre le temps de régler le ralenti pour qu'il tienne tout seul. On ne cherche plus à masquer la difficulté. Justement, on cherche à restaurer les conditions de base pour que le système retrouve sa propre souplesse, sa propre flexibilité. La question clinique n'est donc plus que faut-il corriger, mais que faut-il réguler pour que le système n'ait plus besoin de compenser. Ça change toute la perspective. Et ce qui est fascinant, c'est que l'article suggère que cette fragilité, ce mauvais réglage d'usine, ça se construit souvent très très tôt. Oui, le texte aborde la perspective du développement de l'enfant. Ce fameux STV, ce socle, n'est pas inné. Il se mature, il se construit. Et cette construction peut être perturbée. Par quoi, par exemple? Des difficultés respiratoires à la naissance, un stress précoce, une surcharge sensorielle. Face à ça, le bébé, puis l'enfant, fasse ce qu'il peut. Il compense. Il apprend à fonctionner par compensation. Est-ce qu'on voit plus tard comme un déficit, l'agitation, l'inattention? Ce serait en fait à l'origine une solution, une stratégie intelligente, même si elle est coûteuse. Précisément, ce n'est plus un déficit, c'est une adaptation. Une adaptation qui va devenir problématique avec le temps, oui, mais une adaptation quand même. Il a appris à fonctionner en force, parce que la base n'était pas assez stable. C'est l'idée. Il n'a jamais vraiment appris à laisser le moteur tourner au ralenti tranquillement. Alors, la question qui tue, comment on fait, une fois que ces schémas sont installés depuis des décennies, comment on sort de cette logique? C'est la question cruciale. On ne peut pas juste dire à quelqu'un régule-toi mieux ». C'est comme dire à un insomniaque « dors Non, la volonté seule ne suffit pas.
L'autorégulation, ça ne se décrète pas, ça s'apprend. Ou plutôt, ça se réapprend par l'expérience corporelle. Et c'est là qu'interviennent des outils comme le biofeedback ou le neurofeedback. Oui, l'article les mentionne, mais il faut bien comprendre leur rôle. Ce ne sont pas des techniques pour réparer le cerveau. Ça ne sont pas des baguettes magiques? Pas du tout. Il faut plutôt les voir comme des supports pédagogiques, des miroirs. Des miroirs. D'accord. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, les petits trous nous aident à sentir ce que c'est que l'équilibre. Le biofeedback, ce sont ces petits trous. Ils donnent au système un retour d'information en temps réel. Exactement. Tiens, là, quand tu respires comme ça, ton système s'apaise. Le cerveau est une machine à apprendre. Quand il peut enfin sentir un état plus calme et plus efficace, il apprend à le retrouver tout seul. Donc on n'efface pas les anciennes stratégies, qui ont eu leur utilité. On offre au système une nouvelle option, plus confortable, plus économique. C'est tout à fait ça, et progressivement, il va la préférer. Le but, c'est de restaurer une flexibilité. On redonne des degrés de liberté au système. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on est parti d'un puzzle, 3 affections qui semblaient n'avoir aucun lien, Mhm. et en suivant le raisonnement de notre source, on découvre une cohérence cachée. Le grand changement, c'est ce déplacement du regard. Oui, du symptôme visible vers la machinerie physiologique de la régulation. Et l'identification de ce système tonico-ventilatoire comme un pivot commun. C'est une lecture qui ne cherche pas à remplacer les approches existantes, mais à les élargir. Elle nous rappelle que le corps et le cerveau sont indissociables. On ne peut pas séparer l'attention, la douleur ou l'humeur de la façon dont notre corps respire et se tient. C'est impossible. Et cette distinction entre compensation et régulation devient alors un outil clinique très puissant pour comprendre des trajectoires qui semblent parfois bloquées. Elle interroge notre point de départ. Face à une difficulté, est-ce qu'on part de ce qui dysfonctionne à la surface Ouais. ou est-ce qu'on cherche à comprendre et à restaurer ce qui, en profondeur, permet au système de fonctionner et de trouver son propre équilibre? Changer ce regard, ça ne résout pas tout. Non, bien sûr, mais ça transforme radicalement le champ des possibles. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast dédié aux professionnels de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement et à toute personne en recherche de compréhension. Comme vous le constatez, cet audio n'a fait qu'ouvrir un espace de réflexion. Le texte complet de l'article permet d'en déployer les fondements, les articulations cliniques et les implications concrètes pour l'accompagnement. Si cette traversée a résonné pour vous, je vous invite à prendre le temps de la lecture, parce que changer de regard ne résout pas tout, mais transforme ce qui devient possible. Le lien est en description. Si vous avez aimé cette émission et vous croyez que cela pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Comme toujours, votre soutien est important pour nous et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre soutien. Prenez soin de vous et restez à l'affût pour de nouvelles découvertes passionnantes. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau partage.